Rien ne semble vouloir arrêter les indices. Le SP500 est à plus 14% en à peine plus d'un mois et le Nasdaq est à plus de 21% en l'espace de 5 semaines. Est-ce qu'on peut y aller maintenant ou est-ce que c'est déjà trop tard? Et puis surtout, qu'est-ce que font les institutionnels maintenant? Est-ce qu'ils s'allègent ou est-ce qu'ils achètent encore? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des marchés financiers et encore une hausse. Le SP500 prend 0,3%. Le Nasdaq, c'est encore plus j'allais dire inquiétant, mais non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est encore plus ébouriffant. On en est à 21% de hausse en ligne droite depuis les plus bas et ça correspond en gros à 5 semaines. Depuis le 1er avril, et c'est pas une blague, on a pris 20%. Et les raisons sont à chercher du côté, à un moment il faut l'admettre, mais côté de l'optimisme, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties vendredi qui ont véritablement rasséréné les investisseurs. Mais on a aussi également décidé de taire ou d'avoir une sorte de cécité volontaire sur des éléments qui auraient pu les inquiéter. Et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette vidéo parce que vous allez voir, c'est important à comprendre. Alors, les bonnes nouvelles, elles ont été nombreuses, c'est pas la question, mais on s'est essentiellement concentré sur deux choses. Les résultats mirobolants d'Apple ont fini par manquer de superlatifs. Après Google qui a véritablement fait envoler à lui-même les marchés après avoir pris 10%, on a Apple qui a des résultats qui sont au-delà des attentes et ça nous fait donc environ 83-85% des entreprises qui publient des résultats au-delà des espérances. Alors c'est vrai que je vois souvent dans les commentaires des messages qui disent oui mais c'est parce qu'en fait c'est biaisé, ils visent toujours bas pour être agréablement surpris. C'est vrai, il y a cette dimension là, mais au bout d'un moment lorsque 83% des entreprises publient au-dessus des résultats avec des chiffres d'affaires, des profits, etc. qui ravissent les investisseurs, on ne peut pas faire comme si c'était des mauvaises nouvelles. Donc des résultats d'Apple qui ont ravi les investisseurs et vous avez également l'Iran qui a fait parvenir par le biais du Pakistan une nouvelle offre améliorée à Donald Trump qui montre qu'ils veulent négocier. Alors, encore une fois, je le redis, il ne s'agit pas de se voiler la face, mais il y a un optimisme ambiant qui fait que sur tous les départements, ça semble aller bien. Il y a également, et c'est très important, et c'est là que ça pose problème, il y a eu des éléments qui sont ressortis de la dernière enquête ISM américaine. Il y a eu du positif et du moins positif. Alors, au registre des éléments qui sont positifs au niveau de l'ISM, il y a les résultats de l'activité qui sont toujours en expansion, en ce sens qu'on est au-dessus de 50. Et ça montre qu'au-delà de toutes les inquiétudes, l'activité des services et de la manufacture reste en expansion. Et là où par contre ça aurait pu être un petit peu plus délicat, c'est l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Si on gratte un petit peu, on se rend compte que la dimension prix de cette enquête ISM montre qu'on est sur des niveaux inflationnistes. Alors ce sont des indices, je ne peux pas vous jeter des pourcentages comme ça en pâture parce que c'est un indice de la manière dont les choses sont perçues par les directeurs d'achat. Mais en gros, pour faire simple, la perspective et la dimension inflationniste nous ramène 4 ans en arrière. On est sur des records de 4 ans par rapport à cet indicateur de prix. Autrement dit, les prix explosent. Les prix explosent pour les entreprises et ça, on a décidé de ne pas le regarder. On a également au niveau de la dimension emploi de l'ISM, une baisse avec un indice qui est passé à 46,4. Bon, les chiffres ne veulent rien dire. Retenez simplement qu'on est en contraction et que c'est sur un plus bas de 4 mois. Autrement dit, si on avait voulu, on aurait pu dire ça y est,
la crise à laquelle on assiste en Iran se répercute à la fois sur les prix et à la fois sur l'emploi aux États-Unis. Là, vous avez un magnifique cocktail stagflationniste. La stagflation, ça prend à l'inflation le fait qu'il y a des prix qui augmentent et ça prend à la récession, à la stagnation, le fait que l'emploi et la croissance sont en berne. Et là, justement, vous avez ce cocktail au regard de cet ISM qui est bien présent avec la dimension prix de l'ISM qui est effrayante et en même temps la dimension emploi et production qui sont inquiétantes aussi. Alors pourquoi production dans l'ISM? Parce qu'on est à 53 alors qu'on vient de 55. Alors plus de 50, ça veut dire que c'est toujours en expansion. Mais voilà, l'expansion se ralentit. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que voilà, je le vois bien dans mes commentaires. Très souvent, les commentaires qui sont toujours très sympas me disent « Ouais, mais comment on peut acheter alors que vous avez l'inflation qui n'a pas encore complètement fini de frapper aux États-Unis puisque voilà, la guerre ne date que de mars et les effets délétères arrivent progressivement. Comment on peut investir joyeusement la fleur au fusil alors que ceci, alors que là ?» Le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'investirez jamais. Et que lorsque les marchés seront complètement rassurés, on aura déjà pris l'essentiel du potentiel de hausse. Je répète, vous voyez, le Nasdaq est à plus 20% et le SP500 est à plus 14%. Ce que vous devez comprendre, si vous débutez, c'est que les marchés sont d'énormes ordinateurs qui font la synthèse des choses et qui prévoient ce qui va se passer. Ce n'est pas véritablement la statistique en tant que telle qui est importante, que la manière dont les institutionnels moulinent les infos, en font une synthèse et se positionnent. Je le répète, si vous attendez que tous les voyants soient au vert, eh bien vous serez sans doute à plus 20% et ce sera le moment d'envisager une récession, une correction. C'est ça qu'il faut comprendre. En voulant se croire plus malin que le marché, vous, moi, eh bien prenons le risque de vouloir attendre que tout soit parfait, mais à ce moment-là, le potentiel de hausse sera déjà en grande partie épuisé. Donc, à la limite, ne vaut-il pas mieux simplement, et c'est ce que je fais tous les samedis pour vous, regardez ce que font les institutionnels. Si depuis des mois et des mois, je vous montre semaine après semaine comment se positionnent les asset managers, comment se positionnent les hedge funds, etc., c'est pour ça. Parce qu'ils ont accès à la même information que nous, mais avec derrière des informations supplémentaires et une capacité de traitement de l'info bien meilleure que des gens comme vous ou comme moi. Et ce que vous voyez à votre niveau, et lorsque vous tentez de produire des synthèses à votre niveau, vous vous battez avec des armes qui sont bien inférieures à celles dont disposent les institutionnels. Donc faites attention quand vous avez des convictions. Parce que tout ce que vous risquez de faire, c'est d'être surpris que le marché baisse alors que tous les voyants sont finalement dans un sens qui est favorable. Donc, je vous demande une fois de plus de considérer cette histoire de commitment of traders, ce que je vais faire avec vous là d'ici quelques minutes, pour jauger la manière dont la synthèse se réalise au niveau de ces stats. Parce que finalement, ce qui se passe maintenant, c'est que les marchés font un pari. Ils font un double pari. Ils font le pari que, finalement, le plus important, au-delà des doutes, des vicissitudes, des alertes, des red flags et des green flags, le plus important, c'est de voir ce que font les entreprises. Est-ce qu'elles délivrent du profit ou est-ce qu'elles ne délivrent pas du profit? Parce que finalement, qu'est-ce qui intéresse les actionnaires? C'est pas l'inflation. Ce qui intéresse les actionnaires, c'est les dividendes. Ok? Est-ce que cette entreprise va me donner de l'argent parce que j'ai investi dans son action et éventuellement, si elle ne me délivre pas de dividendes, est-ce que je vais faire des plus-values avec cette action? Or là, on est sur un mode où la réponse est clairement oui. Les entreprises délivrent des dividendes qui sont intéressants et c'est une prophétie autoréalisée. Comme on y croit, les actions montent et donc ça délivre des plus-values aussi.
Et le deuxième pari, c'est que ça va mieux maintenant qu'il y a 6 mois, ou ça va mieux maintenant que en mars. Pourquoi? Parce qu'en mars, on se demandait jusqu'où irait le pétrole, jusqu'où irait le conflit. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils discutent. Et on ne pense pas que la situation puisse empirer par rapport à celle qui a emmené les cours sur les plus bas. Donc ça monte. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas en train de dire que ça va continuer de monter. Je suis encore moins en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Un, je ne sais pas si ça va monter. Deux, il y a plein de problèmes. Mais visiblement, les institutionnels voient le verre à moitié plein. Et tant qu'ils voient le verre à moitié plein, ils achètent et ça monte. Et on est en train d'étrangler les baissiers. Parce que maintenant, il faut attendre le moment où le marché va squeezer, passez-moi l'anglicisme, les baissiers. Parce que pour l'instant, il y a de l'achat, il y a un petit peu de positions vendeuses qui sont vendues, mais n'oubliez pas, et on va le voir encore maintenant, les hedge funds ont spéculé à la baisse. On l'a vu il y a la semaine dernière, ok, et la semaine d'avant. Attendez que ceux-là soient obligés de réverser, excusez-moi encore l'anglicisme, d'inverser leur position et vous risquez d'avoir une continuation de mouvement. Alors, avant d'enchaîner, non, je vais enchaîner maintenant sur les SP500. Regardez l'objectif. Vous savez, on a fait ça ensemble. Je ne suis pas en train de vous le sortir de mon chapeau en faisant la météo de la veille, comme on dit chez nous. Hein. Je vous ai expliqué il y a 3 semaines de ça que si on se mettait sur les données hebdomadaires, on avait eu des signaux qui étaient haussiers. Je ne l'ai pas fait par hasard, je l'ai fait parce que j'avais plus de signaux haussiers en daily. Et je vous avais sorti des indicateurs sur les données weekly. J'avais dit, regardez, le stochastique. Là, le signal avait été donné ici. C'était en avril, début avril, et j'avais expliqué, c'était sur cette bougie, qu'on avait beaucoup plus qu'une chance sur 2, regardez la vidéo, d'aller faire R1 puis R2. Autrement dit, si on achète ici et qu'on met un stop de protection à moins 7,33, on a beaucoup plus d'une chance sur 2 de faire plus 7,33. On est à 6, autrement dit, on n'est pas encore à plus 7,33, et encore derrière, on a plus de chances de faire 2 fois 7,33, donc 14, que ne pas les faire avant d'aller chercher le stop de protection à moins 7,33. Je l'ai dit en avril, j'ai dit la semaine dernière, il y a un signal sur le MACD qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de faire R1 que de ne pas le faire. R1, c'est-à-dire qu'on achète là, on met un stop de protection à moins 11,88, on a plus de chances de faire plus 11,88 que de faire moins 11,88. On l'a vu ensemble. Je vous dis depuis des mois que lorsque l'on regarde le SP500, on a un des signaux les plus fiables qui soit, qui est la croix dorée, M50, M200. Okay. Et on sait qu'on l'a backtesté ensemble, qu'une fois que le signal a lieu, par croisement M50, M200, on a plus d'une chance sur 2, 60, 70, 80% sur les indices, d'aller faire R1 puis R2, c'est-à-dire qu'on achète ici. Vous prenez la distance au stop de protection qui est à 22%, on a 80% de chance, ou 75, je ne me rappelle plus, d'aller faire plus 22, ici donc à 7740, que de faire moins 22. Il y en a même plus d'une chance sur 2 de faire 2 fois 22, donc plus 44% par rapport au point d'achat. Donc vous voyez, regardez en ligne de mire, on a ça et on a ça. Donc vous voyez bien que au-delà de ce qu'on peut craindre à court terme, vous avez plein d'éléments qui vous prévenaient et qui vous préviennent encore que ce n'est pas fini. Évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est quelque chose qui fonctionne dans 70% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 30% des cas. Mais vous pensez bien qu'à chaque fois qu'on a eu des statistiques comme ça, positives pour le moyen terme, on avait en même temps des alertes, des red flags, des choses comme ça. Ça n'a pas empêché finalement les alertes de servir d'alibi pour une petite correction pour re-rentrer. Okay. Bon, allez, cela étant posé, le SP500 continue de progresser avec un gap ici. Alors ce gap il est intéressant, pourquoi? Parce que s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, il sera comblé rapidement et ça pourrait nous alerter sur une continuation de la baisse. Mais encore une fois, la question ressurgira à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez voir la première baisse? Est-ce que vous allez en profiter pour vous mettre dans un mindset « je veux acheter » ou est-ce que vous allez dans un mindset « ça y est, c'est le début de la crise, ça va baisser de 20%. » Suivez mon regard. Okay, là, vous avez bien compris que chaque fois qu'on a eu des consolidations, ça a été acheté. Hein, et les institutionnels, faut suivre ce qu'ils font aussi. Hein. Bref, toujours est-il que moi, je vais prendre un TP2. Okay? À l'ouverture des marchés, lundi, je prends un TP2. J'ai déjà pris TP1, je vais prendre TP2, je ne sais pas où ça sera, mais à l'ouverture des marchés.
Vous avez la possibilité donc d'attendre que l'on revienne ici pour enfin attendre que l'on revienne ou pas, hein, et puis acheter. Stop de protection en cas de clôture sous la zone des 71,50, 71,00. Vous avez un pin bar ici. Les pin bars sont des bougies dont le corps se situe dans la partie basse. Ok, bon, j'ai déjà parlé de ça 1000 fois, mais l'idée c'est que si vous tracez les Fibonacci sur la bougie, j'ai bien dit sur la bougie, comme ça, eh bien les pin bars ont un corps qui est... alors non, parfois il faut le tracer dans l'autre sens, pardon. Le pin bar c'est... non, pardon, je dis des bêtises encore une fois. Il faut partir d'en haut, voilà. Vous avez le corps qui est dans les 23,6% de la bougie. Oui. Enfin même 38,2%. Si on est entre les 0 et les 38,2%, c'est un pin bar et c'est un pin bar et normalement c'est un signal de baisse. Alors attention, hein, c'est moins efficace qu'un pin bar haussier. Là vous avez un pin bar haussier, vous voyez le corps qui est en haut, là vous avez le corps qui est en bas. Et là aussi, vous avez un pin bar qui a très bien fonctionné. Je vous montre simplement parce que c'est agréable de regarder des choses comme ça. Vous voyez, stop de protection en dessous, 0,49, on vise au moins 0,49. Ici, stop de protection en dessous, 0,88, on a fait le double, le triple. Et le pin bar baissier, bah, c'est l'inverse. Donc, vous visez la distance au stop de protection, mais vers le bas. Donc, stop de protection à 0,59, visez moins 0,59. J'essaie de vous montrer un exemple qui a bien fonctionné. Même si ça fonctionne moins bien, les pin bars baissiers que les pin bars haussiers, voilà ici. Vous voyez, on a fait au moins la distance au stop de protection qui était là. Donc il est possible qu'on ait notre petite consolidation. Hein. Si vous voulez plutôt trader le Nasdaq, j'ai envie de dire c'est pareil, c'est super haussier. Bon courage si vous voulez shorter. Hein. J'en connais des traders qui ont shorté, qui sont en train de se manger le clavier là. Bon, si vous voulez acheter, je pense que c'est dans cette zone, quoi. En dessous de cette zone qu'il faut mettre un stop de protection et c'est dans cette zone idéalement qu'il faut acheter. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez que ça casse. Hein. Stop de protection dessus. Et on va donc passer du côté du Commitment of Traders et vous allez voir, c'est très instructif. On va commencer par le SP500 et le SP500. Eh bien, vous voyez que les asset managers, donc ce qu'on peut qualifier généralement, qu'on qualifie de smart money, eh bien, ils commencent déjà à alléger leurs profits avec 1,5% de position long en moins et ils augmentent doucement leur couverture à plus 0,8%. Autrement dit, j'insiste, vous voyez qu'à mesure que les lumières passent au vert, eh bien, c'est déjà le moment pour les asset managers qui sont rentrés beaucoup plus tôt, on l'a vu, on l'a suivi, eh bien, de commencer à prendre leurs profits. Et en même temps que les asset managers sont en train de se couvrir doucement, eh bien, c'est le moment où les hedge funds, eux, commencent à racheter leurs shorts. On a vu la semaine dernière qu'ils étaient rentrés plutôt dans le sens inverse, en spéculation à la baisse. Et comme vous pouvez le voir, ils ont à la fois réduit les longs et réduit les shorts, mais ils ont réduit 2 fois plus en valeur absolue leurs shorts que leurs longs. Autrement dit, ça s'appelle du short covering. Ils se sont fait stopper pour beaucoup, hein, et ils étaient dans le mauvais sens. Alors, à retenir pour vous, encore une fois, c'est le danger d'attendre que l'on soit haussier pour rentrer et également le fait de vouloir rentrer en catastrophe un petit peu par FOMO à la baisse, en spéculant à la baisse, puisque les deux cas ici sont significatifs. Les hedge funds qui sont rentrés tardivement à la baisse se font stopper et ceux qui commencent à rentrer maintenant vont très vite se retrouver face à des asset managers qui déjà commencent à prendre leurs profits. Pour le Nasdaq, c'est pareil, mais encore de manière plus évidente, puisque vous avez les hedge funds qui augmentent leur long et réduisent leur short, donc ils rentrent clairement à la hausse, et pendant que les asset managers, donc eux, n'ont plus rajouté de long, et par contre, ils ont augmenté leur couverture de 19%. 5832 contrats, autrement dit, là aussi vous voyez, alors que les hedge funds se ruent sur le marché en retard, eh bien les asset managers sont déjà en train de prendre leurs profits, enfin plutôt ici dans le cadre du Nasdaq, déjà en train de couvrir leur portefeuille pour se préparer à une éventuelle baisse. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer encore? L'Eurostoxx 50,
qui explose à la hausse, 1,1%. Alors lui, c'est intéressant parce que c'est pareil, vous avez un signal de moyen terme qui a été délivré. J'avais expliqué avec, je ne vais pas revenir parce que ça va être trop long, mais il y a eu un twist. Ici, le twist du nuage donne un objectif. L'objectif, c'est de prendre la distance parcourue entre les plus bas et le twist et de reporter ça par-delà le twist, comme ça. L'objectif, il est haussier. Hein. Alors certains diront, ok, c'est le moment de rentrer. Vous avez un avalement haussier ici. Et ça s'achète, ok, si vous voulez. Statistiquement, on a plus de chances de monter que d'aller chercher le stop de protection positionné donc à moins 2,3. Ok, donc c'est possible. Je vais enlever les moelles mobiles, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse. Hein. Personnellement, ça m'intéresse pas vraiment, mais vous pouvez spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus des plus hauts. Le CAC 40, c'est pareil. Vous avez l'effet du twist là qui nous amène à considérer que l'objectif, il est plutôt haussier. Il est d'aller chercher la résistance, en fait, hein, qui est là. Et là aussi, vous avez un avalement haussier. Donc, stop de protection en dessous, si vous voulez. Je ne le fais pas, moi. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que je suis déjà très positionné sur la hausse avec le SP500, mais également Bitcoin, cuivre, sont tous les deux corrélés au SP500. Si je rajoute une position sur l'Eurostock, ça va juste augmenter mon risque. J'ai pas envie. J'ai au moins 3 positions publiques. Hein. Ah non, il y en a 2 qui sont publiques uniquement ici, c'est Bitcoin et SP500 qui sont trop corrélés à la hausse pour prendre encore un Eurostock. Hein. Mais là, je mettrai un stop de protection en dessous. Si je voulais spéculer à la baisse, ça ne m'intéresse pas de le faire, mais si je voulais spéculer à la baisse, je mettrais un stop de protection dessus. Mais dès qu'on descend, on va prendre les haussiers ici, donc c'est un peu dangereux. Le DAX 40, c'est pareil, on est sous l'effet positif du twist de l'Ichimoku qui nous amène à considérer un retour sur la résistance. La résistance, elle est là. Et là aussi, vous avez un avalement haussier qui pourrait vous intéresser. On a comblé le gap, mais on a clôturé au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt un signe positif. Ah, j'ai eu pas mal de messages me disant « Ouais, il y a trop de gaps, on va aller les combler. » C'est un mythe. Ok, on ne comble pas tous les gaps. On comble la plupart des gaps, mais pas tous les gaps. Hein. Vérifiez sur votre graphe. Nikkei, c'est mon émerveillement quotidien. Ok. La zone d'achat, c'est 59 258 600, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attendrai à minima que l'on clôture en dessous avec un stop de protection. L'or qui fait toujours pas grand chose. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a tellement progressé qu'il a besoin de faire une pause et de digérer. Hein. Je pense qu'on peut acheter avec un stop de protection en cas de clôture sur les 44, 42, 80. On peut éventuellement attendre que ça baisse un peu pour approcher le stop de protection. Si on voulait spéculer à la baisse, j'attendrai que ça casse. Hein. Mais je suis pas vendeur sur l'or, je suis pas acheteur, je suis rien du tout. J'ai tellement vu la progression là, enfin on a profité de la progression, hein, donc on va attendre, c'est pas la peine. Il faut pas forcer, ça veut pas monter pour l'instant. Achat, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez que ça casse éventuellement. Je shorterai aussi sur l'or à moyen terme, hein, c'est simplement que là je pense qu'il faut attendre, il faut être patient. Le cuivre, qui est très bien le cuivre, et il est corrélé au SP500 puisque plus de croissance réclame plus de matières premières, et plus de matières premières, on a besoin de plus de cuivre. Hein. Stop de protection en dessous si on est acheteur, si on est spéculé à la baisse, attendez que ça casse. Hein. Pétrole, c'est pareil, alors ça va, ça vient, c'est fait de tout petit rien, hein. Il faudrait passer ça pour ensuite éventuellement acheter avec un stop de protection en dessous ou attendre que ça reviennent ici. Mais là, ça ne m'intéresse pas de trader le pétrole non plus. Ça a tellement monté qu'on est en train de digérer. Et bon, globalement, on va se promener entre ça et ça pendant des semaines, à mon avis, voire des mois. Bitcoin, ça j'aime bien. J'ai déjà expliqué pourquoi. Je pense que stop de protection... je suis rentré ici, moi. Ok. Je pensais que j'avais pris un TP1 d'ailleurs. Je suis surpris que... Je pensais que j'avais pris un TP1. Je prends un TP1. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas pris. Je prends un TP1. Ok. À l'ouverture de... Maintenant, parce que le marché est ouvert. C'est Bitcoin, c'est ouvert tout le temps. Je vais prendre un TP1 maintenant. Je pensais que j'avais déjà pris un TP1. Je vais vérifier. Si je vois que j'ai mal fait mon boulot et que j'ai oublié de le marquer, je ne prendrai pas de TP1. Mais je pense que je ne l'ai pas pris, sinon j'aurais fait apparaître la TP1. Stop de protection en cas de clôture sur les 74 900. Ethereum, pareil. Ok. Stop de protection sous les 2950. Voilà, on a fait le tour. Vous avez plein de choses qui vous attendent, l'analyse technique sur les métaux précieux. Si vous avez toujours dit pendant 1 an, 2 ans, j'achèterai bien, mais c'est trop cher, j'attends une consolidation, c'est maintenant qu'il faut acheter, hein, si vous êtes positif. Hein. Enfin, pas de conseil. Hein.
Mais c'est moi, je ferais ça si, si je voulais acheter, j'achèterais maintenant pour le moyen long terme. Je suis déjà positionné pour le moyen long terme. Et puis également le format, si vous avez qu'une seule heure à consacrer au marché, à la bourse, regardez le format ETF. C'est un format qui est vraiment très adapté aux gens qui bossent et c'est déjà sorti. Demain, préparation de la semaine de trading et tout de suite là, les cryptos. Ok, ne loupez pas ça non plus. À tout de suite pour d'autres vidéos.